Bienvenue pour la deuxième partie de notre gazette. J'ai coupé parce que la première partie faisait déjà 35 minutes. Je préfère faire de moyennes vidéos plutôt que des très très longues. Donc voilà, on s'est arrêté à la partie policier. On était à la nuit sans mémoire. J'ai lu le résumé, on passe au suivant. Le chat du bibliothécaire Théâtre macabre de Miranda James. Donc c'est un petit livre policier de 320 pages, édité par J'ai lu, qui est un éditeur très connu. J'aime beaucoup, encore une fois, la couverture avec un chat, le jeu des couleurs, c'est très intéressant. Je vous lis le résumé. L'université d'Athéna invite un nouvel auteur entre ses murs, Connor Lawton, un jeune dramaturge connu pour son franc-parler et son écriture cinglante. Charlie fait la rencontre de ce personnage acerbe et prétentieux qu'il n'apprécie guère. Toutefois, en parallèle, il se réjouit de retrouver sa fille Laura, embauchée grâce à Lawton pour remplacer temporairement une professeure de la fac. Mais c'est sans compter les drames qui semblent s'accumuler dans cette bourgade paisible du Mississippi. Car clou du spectacle, alors que Lawton achève sa nouvelle pièce de théâtre, il est assassiné. Et le suspect numéro 1 n'est autre que Laura, qui semblait entretenir d'intimes relations avec le défunt. Persuadé que sa fille est innocente et aidé de son fidèle compagnon Diesel, Charlie part à la recherche de preuves contre les ennemis de Connor, particulièrement nombreux, parmi lesquels se cache le véritable meurtrier. Donc, vraiment, celui-là fait beaucoup référence à la tragédie du chat, où encore une fois, ça se passe sur un théâtre et tout. Je crois que c'est le thème cette semaine. Coucou, Pachiche. Donc voilà. Moi j'aime bien, c'est sympa comme univers, voilà. Donc on passe au suivant. Les enquêtes de Lady Hardcastle, tome 5, une affaire brûlante. Donc c'est pas précisé que c'est le tome 5, mais à mon avis, comme c'est les enquêtes de Lady Hardcastle, en fait on a généralement pas mal de tomes qui suivent. Donc c'est une saga, donc celui-là c'est le tome 5. Voilà. De T.E. Kinsey, 304 pages, éditeur City qu'on a déjà rencontré plusieurs fois, disponible le 6 avril. Je vous lis le résumé. Un journaliste est retrouvé assassiné dans l'incendie de son appartement à Londres. Pour la police, aucun doute, c'est une suffragette qui a commis le crime. Après tout, avec ces féministes aux idées révolutionnaires, il faut s'attendre à tout, et une jeune militante est arrêtée sur le champ. Mais Lady Hardcastle, ancienne espionne au talent de détective amateur, en mettrait sa main au feu. Une innocente est emprisonnée uniquement parce qu'elle est une femme. Pas question de laisser passer cette injustice. Avec l'aide de Florence, sa dame de compagnie et confidente, Lady Hardcastle se lance dans la bataille. Complot pour décrédibiliser le mouvement féministe, pour l'interrogation. Simple vengeance ou règlement de compte. Les deux enquêtrices doivent battre le fer tant qu'il est chaud, car ça sent vraiment le roussi pour la jeune féministe qui risque la potence. Donc, c'est très à la mode d'avoir en fait des personnages féminins plutôt dans le XXe siècle. Notamment, on s'en doute parce que les vêtements, les vêtements, l'univers en fait qui est représenté, et notamment les suffragettes. Je sais pas préciser si c'est Lady... Ouais, non, c'est à Londres. Ouais, donc c'est à Londres. Donc ouais, c'est 20e siècle. Donc c'est très commun de découvrir pas mal de trouver pas mal de policiers dans cet univers-là du 20e siècle. Notamment anglais. Moi, je dis ça. Donc si vous connaissez déjà Agatha Raisin, par exemple, la semaine dernière, je crois qu'on a présenté une autre auteure aussi qui mettait en place un personnage dans le XXe siècle. Donc si vous aimez ce genre de littérature policier, eh ben, foncez, voilà. Et nous avons le dernier policier de cette semaine, qui est aussi du coup un personnage féminin et une saga, une enquête de Veronica Speedwell, tome 1, un étrange prélude. Donc là c'est le premier tome, donc potentiellement une nouvelle saga qui sort. J'aime beaucoup la couverture déjà, je la trouve très jolie. On a déjà un peu le style des vêtements, donc plutôt 20e, je dirais peut-être fin 19e. Les couleurs sont jolies. En vrai, la couverture donne envie, parce qu'il y a un travail qui a été fait derrière. Ça donne des indices. Donc je vais vous lire le résumé. Londres 1887. Bah voilà, je vous l'avais dit, j'avais pas regardé la date dans le résumé, donc fin du 19e. Maintenant que sa vieille tante est enterrée, Veronica Speedwell est libre de reprendre ses voyages pour une noble cause, la recherche scientifique et, occasionnellement, un peu de batifolage amoureux. Aussi habituée à chasser les papillons qu'à conduire ses admirateurs, Veronica a l'intention de s'embarquer dans l'aventure d'une vie. Mais le destin en décide autrement.
Véronica doit bientôt se libérer d'une tentative d'enlèvement avec l'aide inattendue d'un énigmatique baron allemand. Il la confie à l'un de ses amis, un naturaliste reclus et irascible nommé Stoker. Lorsque le baron est assassiné sans avoir pu révéler ce qu'il savait du complot contre elle, Véronica, poursuivie par un assaillant insaisissable, est contrainte de former une alliance avec Stoker pour découvrir la vérité. Donc on est dans le siècle d'avant encore, donc on n'est pas dans le 20, on est dans la fin du 19e. Donc encore une fois, on met en place un personnage féminin. Parce que, on va pas se mentir, en politique, il y a énormément de personnages masculins. On a beaucoup de héros masculins. Là, du coup, on a une littérature policière, enfin, dans le genre policier, avec pas mal de femmes, notamment qui se montrent un peu indépendantes, contrairement à ce que, en vérité, ça aurait été, à mon avis, à ce siècle-là, parce que au 19e siècle, il y a peu de femmes qui étaient scientifiques, quand même. Donc on a tout un autre genre, on a un personnage qui sort de l'ordinaire dans un siècle plutôt passé. Voilà. Faut voir aussi que ça peut aussi apporter quelques... Je sais pas... faut voir si c'est crédible en fait. Si la façon dont l'enquête est maintenue ou est plutôt... est faite correspond au siècle. Voilà. Donc on est plongé dans un siècle, dans un vieux siècle avec des techniques de l'ancien temps. Faut voir ce que ça vaut. Voilà. Moi ça me tente bien perso. On passe du coup à mon genre préféré, la jeunesse, et il y a 15 œuvres à présenter cette semaine. C'est énorme, c'est énorme. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, on commence par Le Machin Trop Bien de Kathleen Doherty et Christina Litten. Donc c'est un petit album jeunesse de 38 pages. Je prépare, quand je fais en fait mes fiches pour la Gazette, je présente toujours... où j'essaye de faire par âge, par tranche d'âge en jeunesse. Parce qu'il y a plusieurs types, il y a plusieurs supports. Il y a les romans, il y a les BD, il y a les albums. Ce que je fais généralement, je vais essayer de faire ça maintenant. Je ne sais pas si je le faisais la semaine dernière, mais je vais essayer de commencer par les albums. Après, je commence par les romans cadets, les romans juniors, les romans adolescents et les bandes dessinées. Là, cette semaine, c'est ce que j'ai fait. Parce que du coup, ça permet de structurer beaucoup plus. Donc, on se retrouve du coup avec un album jeunesse. Le Machin Trop Bien. C'est... original comme nom. Je vais vous lire le résumé. Cette nuit dans la forêt, Ourson n'a pas sommeil. Alors que tous ses amis dorment, il part faire un tour en ville, à la recherche d'une distraction. Coup de chance, il y découvre un machin trop bien qu'il n'aura de cesse de rapporter dans la forêt. Mais comment faire quand le machin est énorme et lourd? C'est mal connaître ce petit ours malin et bricoleur. Qu'est-ce qu'il a? Il a découvert une lampe et du coup il aime bien, il veut la transporter. J'aime bien un peu le style. Le nom déjà, il est un peu original, le machin trop bien. C'est un peu le langage des jeunes. Donc j'ai pas d'âge exactement, mais 38 pages, c'est pas très long pour un album. Donc à mon avis, c'est plutôt vers les 3 à 5 ans. Donc avant vraiment la littérature, avant la lecture qu'un enfant va apprendre à l'école. J'aime beaucoup, le dessin est sympa. Les personnages sont mignons. Enfin, le petit personnage est mignon. Donc voilà. Prochain album, les chiens pirates dans les griffes de Barbe-Chat. Donc là, c'est autre chose, c'est un peu plus, je dirais... C'est un album, hein, c'est pas une bande dessinée, je précise, même si ça ressemble. Ça a été fait par Clémentine Mélois et Rudy Spissert, pardon, j'ai toujours du mal à le dire, Spissert, ouais. Édité par l'École de loisirs, que j'adore. Il y a un éditeur que j'adore, ils font trop bien, enfin tout ce qu'ils font c'est super. Donc, qui sort aussi le 6 avril, je vous lis le résumé. Hop. Un jour de tempête, les chiens pirates découvrent un mystérieux parchemin signé Barbe-Chat, le plus redoutable et le plus sanguinaire de tous les flibustiers. Quiconque viendra à son secours remportera gloire et fortune. Bravant tous les dangers, les chiens pirates partent à l'aventure et rien ne pourra les arrêter. Pas même les mises en garde du cachalot, de la bigoudaine sympa et des sirènes qui croiseront leur chemin. Après tout, n'est-ce pas eux les meilleurs? La terreur des 5 océans? La pire canaille ayant jamais navigué? Alors en avant, mes gaillards, en route pour la victoire. Ça peut être sympa, c'est mignon. Encore une fois, c'est un album, donc je sais pas exactement quel âge. L'histoire a l'air d'être un peu plus développée quand même que dans celui d'avant. Donc, si vous aimez les pirates, si les enfants aiment les pirates, ben, ça peut être sympa de découvrir ça avec eux. Le suivant, on a volé la princesse de Elsa Devernois et Yves Calarnou. C'était un petit album jeunesse de 30 pages édité par Bayard.
Voilà, le dessin a l'air assez simple. Faut voir, 30 pages, c'est pas très long non plus, donc l'histoire est assez courte. Je vous lis le résumé. Qu'apprend-on ce soir à la télé? Une princesse a été enlevée par une terrible sorcière. N'écoutant que son courage, le chevalier de Bel-Air part sur les traces de la belle qui fait battre son cœur. Voilà, je dirais que c'est assez typique en littérature, la princesse qui doit être sauvée. 30 pages. Étant donné que je ne peux pas, vous savez, feuilleter les livres, je ne sais pas à quoi ressemble vraiment l'histoire, mais le sujet est assez basique. Faut voir si le dessin est sympa. Voilà. Le suivant, qui est très joli aussi, qui a l'air d'être vraiment très joli, La mer dans son jardin. C'est notamment parce que j'ai lu le résumé qu'il a l'air vraiment intéressant. Isabelle Carré, 48 pages, édité chez Grasset Jeunesse. Disponible le 6 avril, et le résumé, je vous le lis tout de suite. C'est le début du printemps, la saison où tout recommence, et en ce beau matin d'avril, la famille Fala s'apprête à quitter son appartement à Pantin. 3 pièces aux fenêtres étroites au cœur des bâtiments roses de la cité. Une dernière fois, Marie court dans les allées du quartier. Elle a donné rendez-vous à ses amis au parc. Avec émotion, la fillette dit au revoir aux copines qui l'attendent au pied du grand toboggan. Alors que sa maman attend un deuxième enfant, Marie déménage avec sa famille, quittant la banlieue parisienne pour s'installer en Bretagne. Face à tant de changements, la petite fille va devoir apprivoiser l'immensité de la mer, affronter et dompter ses peurs. Donc c'est un livre qui est très joli, qui aborde des sujets très importants, notamment déjà le déménagement, donc le changement de lieu, donc de base en fait. C'est comme si on changeait ses racines, parce qu'elle a l'air d'être assez jeune quand même. Donc elle a quoi, 5-6 ans peut-être. Donc déménagement, donc changement de lieu, de racines. Première étape importante parce que du coup elle arrive dans un lieu inconnu. Ça peut beaucoup marquer les enfants parce que surtout quand tu ne comprends pas en fait les motivations en fait de la famille. Parce que elle se dit pourquoi on doit déménager, parce que tu vas avoir un petit frère, une petite sœur, sauf que je pense qu'elle doit pas saisir correctement en fait pourquoi ils sont obligés. Et aussi du coup l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur qui est une étape importante dans la vie d'un enfant, parce que c'est à ce moment-là que l'enfant passe, n'est plus seul, donc n'est plus le seul à avoir l'attention des parents. Et donc du coup c'est une deuxième étape. Deuxième étape très importante, donc il faut voir comment c'est développé dans l'histoire bien sûr, parce que c'est quand même 48 pages, donc il y a potentiellement de quoi faire, il faut voir comment ça va aller tout simplement. Moi j'aime beaucoup l'histoire, parce que l'album permet de transmettre en fait des choses aux enfants plus facilement que si c'est les parents parfois qui leur expliquent. Le prochain, je crois que c'est le dernier album de la jeunesse pour cette semaine. Mélie, je suis amoureuse du dessin. Je le trouve magnifique, la petite abeille. Elle est magnifique. Donc, Quentin Gréban et Isabelle Macquois. J'ignore le nombre de pages. Je ne connais pas du tout Mijade. J'ai fait une faute, en plus j'ai mis un S alors qu'il ne faut pas. Éditeur Mijade, je ne connais pas. Mais en tout cas, j'adore le dessin. Voilà. Disponible le 6 avril, je vous lis le résumé. Mélie, la petite abeille, vit dans une ruche bourdonnante. Elle aimerait bien en sortir pour voir le ciel, le soleil, les arbres, les fleurs et toutes les merveilles dont lui parlent ses sœurs. Mais sa maman, la reine, ne veut pas. Mélie est trop jeune. Un jour, alors que la ruche est en danger, Mélie va enfin découvrir le monde, ses dangers et surtout des fleurs grandes comme des soleils. Donc là, on a un peu une métaphore de la famille, donc le fait que l'enfant soit trop jeune pour sortir peut-être seul ou découvrir le monde. Donc ça veut dire aller un petit peu protéger l'enfant et protéger en fait par la mère ou par le père, l'autorité entre guillemets, donc l'amour des parents quoi. Donc là du coup on fait passer cette image à travers une abeille qui veut sortir mais qui ne peut pas parce que la reine ne veut pas. Donc très belle métaphore. Personnellement, je serais bien tentée de le mettre sur ma liste à acheter. Voilà. On passe au suivant et là on arrive dans les romans avec Suzy Lou, tome 2, L'œuf ou la poule. Donc, Elana Arnold, illustrée par A.N. Kang, ou A.N. Kang, je ne connais pas du coup les initiales. 96 pages, c'est plutôt pas mal pour un petit roman, notamment pour les cadets, parce que c'est décisant du coup les cadets. Édité par Gallimard Jeunesse, bien sûr, je vous lis le résumé. Opaline, je te confie une mission. Après-demain, c'est l'anniversaire de Lena. On va lui faire un gâteau. Et pour cela, on a besoin d'un œuf. Suzy Lou est persuadée qu'Opaline, sa poule adorée, va pondre un œuf sans plus tarder. Et pas question que son père aille au supermarché. Opaline va forcément y arriver.
C'est mignon. C'est mignon parce que du coup, ça parle un peu de nature, de la poule. Elle va s'occuper du coup de sa poule. Elle va la dourloter peut-être pour qu'elle ponde un œuf. Donc, potentiellement aussi une idée de passer par la nature et non pas par le supermarché. Ne pas en fait se dire bah, on va aller au supermarché alors que la poule potentiellement elle peut peut-être pondre. Donc c'est mignon. C'est mignon parce que du coup ça donne en fait un but à l'enfant en mode oui, tu dois faire un gâteau. Donc ça va la responsabiliser. Ça va l'impliquer dans un projet qui est très important parce que bah, c'est l'anniversaire de son ami. Voilà. Donc c'est plutôt sympa. Faut voir comment encore une fois c'est tourné parce que je l'ai pas lu, hein, vu que ça sort seulement cette semaine. Pour 96 pages, pour des 6 ans, c'est plutôt pas mal. Donc si c'est un enfant qui est assez rapide, non pas rapide, comment dire ça? Je trouve pas le mot pour ça. Qui lit assez tôt par rapport aux autres je pense que 6 ans c'est un peu tôt parce que 6 ans tu ne lis pas vraiment pas très bien. Je pense que ce sera plutôt au moins à partir de 7 ou 8 ans ce genre de livre. Donc voilà, ce n'est que mon avis. Vous ferez le vôtre aussi, hein, parce que moi j'ai pas d'enfant donc je ne sais pas, mais d'après ma propre expérience, à 6 ans on ne lit pas très bien. Le suivant. Celui-là qui est très spécial, Les Messagers du Dragon tome 1. Sauver des eaux. Donc là, on a Erin Hunter qui a écrit du coup La Guerre des Clans. La Guerre des Clans que j'ai juste ici. Parce qu'il était, en fait, j'en ai parlé la dernière... Non, c'était quand la dernière fois. Il y a quelqu'un qui m'en a parlé. Et La Guerre des Clans qui est juste ici. Ça, c'est le premier tome. Il y a quelqu'un qui m'en a parlé. Et c'est vrai que je passe toujours devant le rayon, mais j'achète pas, en fait, parce que je sais pas ce que ça vaut. Donc là, je me suis dit... Écoute, je suis à la FNAC, je vais prendre le premier tome. Si j'aime bien, je continue. Si j'aime pas, c'est pas grave. Donc on voit quand même un peu les ressemblances, notamment la nature. Donc là, c'était les chats. Cette fois-ci, ce sera les pandas. Donc on a le même titre en jaune. Beaucoup de vert. Voilà, c'est... Très grosse ressemblance. Donc Erin Hunter, si vous avez lu du coup La Guerre des Clans, moi je vous conseille d'aller essayer Les Messagers du Dragon. Peut-être que c'est un autre univers, mais ce sera du coup le même genre, hein, parce que ce sera le même auteur. Donc dès 9 ans. Édité par Pocket Jeunesse. Voilà. Si votre enfant a déjà lu du coup Les Guerres des Clans, vous pouvez peut-être leur proposer ça. Le suivant. Attendez, j'ai pas lu le résumé. Attendez, je vais quand même vous le lire. C'est vrai que je fais les éloges, mais si on lit pas le résumé. Au royaume des bambous, à chaque génération naît un panda qui communique avec l'esprit du grand dragon et transmet sa sagesse à tous ceux qui l'entourent. Mais quand le fleuve, pris de folie, dévaste les terres de ses flots tumultueux, tous s'interrogent. Pourquoi le messager du dragon n'a-t-il pas prévenu? Où est-il? Et qu'est-ce qui a bien pu déclencher la colère céleste? Le pays, ravagé et divisé en plusieurs territoires, est perdu sans son guide. Au milieu de ce chaos, feuilles, pluie et esprit devront se rencontrer, unir leurs forces et découvrir ensemble la menace qui plane sur le royaume des bambous. Voilà, ça a l'air mignon. Ça me tente bof, mais bon, en vrai, si je vous l'ai dit, je me répète, si vous avez déjà lu La Guerre des Clans, c'est potentiellement quelque chose que vous allez aimer encore. Le suivant. La carte des confins, tome 2. C'est pas marqué que c'est un tome 2, mais bon, théoriquement c'est un tome 2. De Marie Réplin. 528 pages, c'est plutôt pas mal pour un roman adolescent, donc dès 12 ans, ou plutôt si votre enfant est rapide et précoce, voilà, c'est bon que je cherchais. Édité par Pocket Jeunesse, du coup, il sort le 7 avril, je vais vous lire le résumé. Et si le plus terrible des pirates était une femme? Depuis que les ombres se sont emparées de Cali, Blake est à la dérive. Mais l'équipage de l'Avalon ne peut se résoudre à laisser son capitaine dans cet état et décide de tout tenter pour sauver Cali. À l'aide d'une formule trouvée dans l'ancien château du sorcier noir, il faut revenir la jeune femme. Seulement pour être à jamais délivrée du malice, Cali devra affronter les ombres, maîtriser une magie qui menace sa vie, et partir explorer les confins pour y découvrir les secrets de son destin. Alors que les épreuves effrayantes s'accumulent sur leur route, Blake réussira-t-il à atteindre les confins et à sauver Cali? Donc c'est une histoire de pirate, donc un homme qui est potentiellement marqué par la perte de quelqu'un. C'est plutôt mignon, et notamment, on pense que c'est un héros, enfin que le héros est que le personnage principal est héros, mais en fait ça a l'air d'être plutôt une femme, donc une femme pirate. Donc ça change un peu, parce qu'on n'a pas toujours, on n'a pas du coup toujours. Donc si c'est bien tome 2, je suis bête, je viens de voir seulement les symboles. Donc ça peut être intéressant d'avoir une femme qui est pirate, c'est plutôt rare. Voilà. Le suivant. Le Mouron Rouge, tome 7, La Revanche, de Frédéric Garcia, 400 pages. Donc,
C'est le même genre que celui d'avant, roman adolescent dès 12 ans. Donc ça a l'air d'être plutôt du coup un roman historique, hein, comme vous voyez. C'est je pense que c'est la collection roman historique de l'édition du Triomphe. Je ne connais pas du tout. J'avoue que la couverture me donne pas trop envie non plus. Mais enfin bon, je vais lire le résumé. Eh bien, j'en ai pas en fait. Je n'ai pas de résumé. Donc, si vous connaissez déjà, bah, sachez que le tome 7 sort. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez aller vous renseigner sur le premier tome. Voilà. Le suivant est celui-là aussi est spécial. Très très spécial. Nous avons The Witcher tome 6, La Tour de l'Hirondelle. Donc, je sais qu'il existe les tomes pour adultes. Mais là, ce qu'on a, c'est c'est les tomes en fait pour jeunesse de Andrzej, je sais pas le prononcer, Sapkowski. Donc, tout le monde connaît, qui est à la base de tous les livres de The Witcher, qui est aussi qui a travaillé avec, je sais plus comment ça s'appelle, l'éditeur de jeux vidéo qui a fait The Witcher 1, 2, 3 du coup, et qui a fait aussi la série. Donc voilà, sachez qu'il y a du coup des romans pour adolescents, donc dès 12 ans qui sort, notamment le tome 6 qui sort le 6 avril. C'est quand même 640 pages, hein. C'est une belle œuvre. Alors, je vais vous le résumer. Convaincu que Ciri s'apprête à épouser l'empereur de Nilfgaard, le sorceleur poursuit sa route vers le sud. Mais ce périple est long et dangereux, car de nombreux ennemis se dressent devant lui. Tandis que les traîtres se dévoilent et que les complots éclatent, les doutes sur la véritable destinée de Ciri hantent tous les esprits. D'autant qu'elle est aux mains d'un monstrueux chasseur de primes. Voilà. Donc pour ceux qui ont déjà lu les 5 premiers tomes, je vous dis voilà, le tome 6 est sorti, sort le 6 avril, donc c'est dans 2 jours seulement. Vous n'avez pas beaucoup de temps à attendre là. Et pour ceux qui ne connaissent pas, ça suit du coup l'histoire de Geralt et de Ciri. Voilà. Le suivant, il nous en reste 4. Il nous reste 4 tomes avant de passer aux comics. Donc les mythiques, tome 15, gourmandise. Je ne connais pas du tout. Mais il y a quand même 14 premiers tomes, donc par les créateurs de Légendaire et je n'arrive pas à lire et Rose Écarlate, je crois. Patrick Sobral, Patricia Lifung, Philippe Ogaki et j'ai aussi Alice Picard qui n'a pas été mise sur la couverture. Donc c'est une bande dessinée éditée par Delcourt. Ah bah si, Alice Picard, c'est marqué là, j'avais dit. De 48 pages. Donc c'est pas mal. Ça a l'air d'être pour adolescents, notamment les personnages ont l'air d'être des adolescents. Je ne connais pas, je vais vous lire le résumé tout de suite. Parvati débarque à Montréal chez son cousin qui cherche à mettre au point des pilules pour guérir l'obésité. Cependant, Parvati prend régulièrement le temps de se téléporter pour retrouver les autres mythiques, et notamment Abby qu'elle trouve un peu trop proche d'Amir à son goût. Mais le temps n'est pas à la jalousie car le maléfique Wendigo cherche à contrefaire les recherches de son cousin. Donc, je ne connais pas, je peux pas vous en dire. Ça me tente pas franchement, même si la couverture est plutôt sympa. Voilà. Erwan tome 3, rivalité olympique de Cédric. Pourquoi j'ai marqué Cédric Mayenne, pardon. Et Yann Kauzik, donc une petite bande dessinée de 48 pages aussi, qui possède déjà du coup 2 premiers tomes. Éditeur Jungle, je ne connais pas, disponible le 7 avril, je vous le résume. Grâce à ses récentes performances, Erwan a été invité à rejoindre un stage de l'équipe de France olympique. Les places sont chères pour participer à cette prestigieuse compétition. Et Erwan abandonne l'idée d'aller passer l'été chez son père. Mais la rivalité avec Camille, la star de l'équipe, est explosive. Et Erwan va devoir apprendre à gérer la pression de l'injustice. C'est juste que le fond du machin, il fait n'importe quoi. Il va super vite d'un coup. Ouais, c'est pas très grave. Je changerai à l'occasion le fond de ça. Je ne connais pas. C'est une bande dessinée qui a l'air assez basique parce que les dessins sont très peu détaillés. Après, bon. Ça parle de sport, notamment de skate. Ça peut plaire aux jeunes garçons. Parce qu'en plus, le personnage principal est un garçon. Donc voilà, je passe au suivant. Celui-là a l'air d'être vachement sympa. Je ne vais pas mentir. Attendez, hop, je vais juste faire ça. Voilà. Ce sera plus simple de l'arrêter en plein milieu. Alors, Alice Présidente, tome 1. J'ai oublié de mettre le 1, excusez-moi. C'est qui la bosse? De Fabrice Collin et de Gérald Gerlet. J'avoue que je trouve que cette bande dessinée convient parfaitement avec notre situation où on sait que je trouve plus le nom. Enfin, bref, on va voter dans quelques jours, cette semaine, je crois que c'est en fin de semaine. Donc c'est plutôt sympa.
C'est quand même une bande dessinée de 80 pages, éditée par Glénat. Donc Glénat, très bonne qualité, très, très bon éditeur de bande dessinée. Je vous lis le résumé. Les élections présidentielles auront lieu en avril 2022. Ça tombe bien, c'est maintenant. Les enfants n'ont pas le droit de voter, mais ils ont le droit d'écouter les adultes parler de politique toute la journée. Super. Et si on changeait les règles? Les auteurs d'Alice présidente ont imaginé qu'une petite fille de 9 ans et demi devenait présidente de la République. En effet, en gagnant un concours sur sa boîte de céréales préférée, Alice devient chef de l'État et traite à sa manière les affaires intérieures et les questions internationales avec l'aplomb et la décontraction d'une enfant qui joue. Donc ça, encore une fois, ça dépend comment c'est fait dans le livre, comment l'histoire est mise en place, mais ça peut être un moyen d'introduire un peu la politique ou les élections en fait aux enfants. Voilà, tout simplement. Personnellement, la petite fille, elle a l'air vraiment super fun, super en mode trop fière d'elle. C'est elle la présidente, c'est elle la chef. Moi, moi j'adore. Celle-là, j'adore. Elle a l'air d'être vachement sympa à lire. Et le dernier, celui-là tout le monde connaît, Alerte Rouge. Je n'ai pas du coup d'auteur, c'est un collectif qui l'a réalisé. Une bande dessinée de Disney Pixar, notamment à la base c'est un dessin animé qui est sorti, enfin le film est sorti il n'y a pas très longtemps. Pour ceux qui l'ont vu ou pour ceux qui préfèrent lire plutôt qu'aller voir au cinéma, il y a la bande dessinée du film. Voilà, je vous lis le résumé. Le tout nouveau long métrage d'animation des studios Pixar raconte les aventures de Mei Li, une jeune adolescente de 13 ans, pleine d'assurance, mais tiraillée entre son image de petite fille modèle aux yeux de sa mère hyper protectrice et le chaos de l'adolescence. Et comme si tous les changements qui s'opèrent en elle ne suffisaient pas, chaque fois qu'elle est débordée par ses émotions, ce qui pour une ado arrive quasiment tout le temps, elle se transforme en pendant roux géant. Voilà. Pour ceux qui connaissaient pas l'histoire, c'est super mignon. Ça a l'air super mignon. Voilà. Et là, on arrive du coup, excuse-moi, j'ai passé un peu vite, j'ai pas fait exprès. On passe du coup aux comics. On arrive à la fin de notre gazette. Il me reste encore quelques trucs à voir. Donc on commence du coup les comics par Immortal Hulk, tome 9, le plus faible qui soit. Donc ça sort le 6 avril. Ça a été fait par Al Ewing et Joe Bennett. Donc c'est un comics de 120 pages, plutôt raisonnable. Édité par Panini Comics, forcément c'est eux les plus gros éditeurs. Et ça sort le 6 avril 2022. Je vous le résume. Tout le monde veut assister au match de Hulk contre la chose, mais aujourd'hui, le jeu en vert est brisé, traqué et esselé. Est-ce un combat qui vaut la peine d'être mené pour Ben Grimm? Quant au leader, ses plans vont peut-être enfin lui offrir son plus grand triomphe. Et tandis que Hulk est affaibli, les UFOs détiennent la seule arme capable de le tuer pour de bon. Ah, il y a une arme qui arrive à le tuer, c'est incroyable. Waouh! Donc pour ceux qui aiment bien Hulk ou qui aiment bien les comics de Marvel, voilà, il y en a un nouveau qui sort. Si vous aimez, allez-y. Personnellement, je suis pas trop fan de comics. Je ne sais pas du tout par où commencer. Et Hulk ne m'intéresse pas, franchement. Par contre, le suivant a l'air d'être plus intéressant. La sensationnelle She-Hulk. No John Byrne, 672 pages. Je pense que c'est un gros tout, enfin comment dire, une réunion en fait de plein de comics de She-Hulk du coup. Donc ça a été aussi édité par Panini Comics et c'est aussi disponible le 6 avril. Je vous lis le résumé. Jennifer Walters vit ses aventures les plus dingues. Elle affronte des ennemis aussi improbables que le Dr Bong et Sprague la colline vivante. Elle fait équipe avec Spider-Man et le Père Noël. Elle est poursuivie par le Shield, mais aussi par l'Homme Top, qui veut l'épouser. Qui est réellement son pire adversaire? Xemnu le Titan ou le scénariste de la série John Byrne. J'ai oublié un E, excusez-moi. Je ne savais pas qu'il existait un She-Hulk, mais en même temps, il y a beaucoup, et dans quasiment tous les personnages de Marvel, il y a toujours un alter ego ou une partie féminine. Par exemple, pour Amazing Spider-Man, je suis sûre qu'il y en a un. Pour pour Thor, je suis sûre qu'il y en a un aussi. Enfin bref. Celui-là me tente bien. Même si elle fait un peu peur quand même, sur les bords. Coucou Caronix. Ah bon, il y a une version vache. Intéressant. Je crois que... Est-ce que Iron Man a une version féminine? Ça serait drôle. Non mais en fait, c'est vrai qu'on connaît tous les personnages masculins, mais... Je pense qu'il y a beaucoup de personnages féminins, en fait, du coup, leur alter ego féminin, ça peut être vachement sympa de les découvrir. Donc voilà, le suivant, qu'est-ce qu'on a? Le suivant a l'air pas mal aussi. Pour ceux qui ont vu les films, l'ancien et le nouveau, du coup, parce que je crois qu'il y en a 2 ou 3. Blade Runner 2029, tome 2, du coup. Donc il y a un premier tome sorti, je ne sais pas quand. Édité par Delcourt, 128 pages, c'est plutôt pas mal. Qui est disponible aussi le 6 avril. Pour ceux qui ont vu les films, en vrai, je pense que les comics valent peut-être aussi le coup.
je peux pas vous dire, j'en lis pas, donc j'ai aucune info. Cependant, je sais que Mike Johnson a fait pas mal de comics. On l'a déjà vu, cet auteur-là est sorti plusieurs fois, du coup, dans les comics de la semaine dernière et la semaine d'avant. Donc ça peut être sympa pour ceux qui ont vu les films, qui aiment un peu l'univers. Personnellement, moi j'ai bien aimé les films. Donc juste j'ai un peu de mal avec les dessins des comics. Généralement, je les trouve pas très beaux. C'est pour ça que je n'en lis pas. Et on passe à la BD. On n'a pas beaucoup cette semaine. On commence avec Travis tome 16, Opération Gorgone. Je ne connais pas du tout l'univers. Ça fait un peu penser à science-fiction quand même, parce qu'il y a l'air d'avoir des vaisseaux, donc potentiellement du voyage du coup dans l'espace tout simplement. Édité du coup par Delcourt, aussi disponible aussi le 6 avril. Je vais vous lire le résumé. Attendez, il est ici. Travis est arrivé dans la grande ceinture des astéroïdes à bord du vaisseau Winston Churchill. Alors que la mission stationne à proximité de l'astéroïde Phileas et qu'une délégation de l'ONU examine les soutes du Winston Churchill, une attaque de rebelles EGM survient et menace les cargos qui orbitent autour de l'astéroïde. Assez basique, je dirais, le sujet. Je ne connais pas, donc je ne peux pas vous donner mon avis. Sachez que si vous connaissez déjà, voilà, le tome 16 sort le 6, donc dans 2 jours. La dernière BD, Furioso tome 1, Geralt est revenu, ou Geralt, je ne sais pas comment on le prononce, de Philippe Pelaez. Donc c'est une BD, j'aime beaucoup la couverture, de 56 pages, éditée par Dracou. Dracou, je ne connais pas, donc à l'occasion je ferai mes recherches pour voir un peu quel genre d'éditeur c'est. Disponible aussi le 6, je vous lis le résumé. Alors, inspiré du poème de l'Arioste, Orlando Furioso, 1516, voici l'histoire de Roland rendu fou par un amour impossible, et de son pire ennemi, Geralt, revenu d'entre les morts. Il est revenu d'entre les morts, ressuscité par celle qui était amoureuse de lui, la fée Alcina. Jadis considéré comme le meilleur chevalier du monde, il fut tué par Roland, le neveu du roi. Aidé par Sibylle, une jeune et jolie écuyère qui se met à son service, Geralt cherche à revoir Bradamante, le virago farouche et impétueuse qui lui donna un fils. Mais sur sa route se dresse Morgane, jalouse de l'amour que sa sœur Alcina porte au chevalier. Et Roland, rendu fou, furieux par un amour contrarié. Je comprends rien au résumé. Je sais pas ce que je viens de lire. D'habitude, là... Non, c'est Geralt, pas Gérald. Ouais, j'ai présenté Witcher juste avant, hein, dans les romans adolescents. Oui, je lis beaucoup. Enfin, ça dépend quoi. Après, j'ai mes préférés. J'en parlerai juste après, quand j'aurai fini la gazette. Du coup, on termine sur le fantastique et le fantasy. Et il n'y en a pas beaucoup comme d'habitude. Hein. Un étranger au Londres. Alors, j'ai hésité. Je pensais que c'était de la littérature, mais en lisant le résumé, ça m'a mis le doute. Notamment aussi la couverture qui fait beaucoup penser à un univers un peu fantastique ou plutôt fantasy du coup. Donc un univers qui n'est pas réaliste, donc potentiellement je l'ai mis dans cette catégorie. De Sophia Samatar, 384 pages, éditeur Argile du coup, disponible le 7 avril, je vous lis le résumé. Fils d'un riche marchand de poivre, Jevik a été bercé toute son enfance par les contes et légendes de la lointaine Hollande, une contrée merveilleuse où les livres sont aussi communs qu'ils sont rares sur son île. Et voilà qu'à la mort de son père, afin de perpétuer le commerce familial, il doit se rendre en Hollande. Malheureusement, le rêve tourne au cauchemar lorsqu'au lendemain du festival des oiseaux, il se découvre hanté par le fantôme d'une jeune femme. Suspecté d'un crime religieux puis enfermé, Jevik devient rapidement un pion dans la lutte impitoyable qui se joue entre les deux principales religions hollandriennes. Dans un pays au bord de la guerre civile, s'il veut un jour retrouver sa liberté, Jevik devra affronter son fantôme, traverser les limites du monde et dépasser les frontières de ses connaissances. Voilà, ça, je ne connais pas du tout, la couverture est très jolie. On peut se baser, notamment les couleurs et un peu les formes, je pense que c'est potentiellement un peu dans l'univers du Moyen-Orient, mais du coup fantastique, fantasy, parce que ça n'existe pas. Je ne connais pas l'auteur ni l'éditeur, mais en tout cas, le livre potentiellement met en place un univers différent. C'est pas quelque chose que je rencontre souvent, notamment un fils d'un riche marchand de poivre. C'est original déjà, et voilà. Je peux pas vous en dire plus, j'espère que ça vous aura plu. Ouais, je suis contente d'avoir coupé la gazette en deux, parce que là, du coup, ça fait plus d'une heure, que ça fait 1h10 que je suis en stream, donc voilà, on se dit à bientôt.
À bientôt pour la prochaine gazette. Notre prochain rendez-vous, du coup, littérature, ce sera vendredi avec, du coup, le vendredi lecture où je vous présenterai un livre que je suis en train de lire, justement. Je vous présenterai l'auteur, je vous ferai un petit résumé, je dirai ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, et puis voilà, ok? Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour la gazette ou vendredi. À bientôt.